Chapitre 23. Il était 8 heures quand nous descendîmes du bateau. Un court moment, nous nous promenâmes sur la berge pour jouir du soleil couchant. Puis, nous nous retirâmes dans l'auberge. De là, nous contemplâmes encore le paysage, les eaux, les bois, les montagnes obscurcies par la nuit, mais dont les contours noirs restaient visibles. Le vent, qui s'était calmé au sud, soufflait maintenant de l'ouest avec une grande violence. La lune avait déjà atteint son apogée et commençait à descendre. Elle était de loin en loin cachée par les nuages qui passaient devant elle, plus rapide qu'un vol de vautours. Le lac reflétait l'image d'un ciel tourmenté, rendu plus mouvant encore par les vagues qui commençaient à surgir. Soudain, les cieux furent à l'orage et la pluie se mit à tomber. Toute la journée durant, j'étais resté calme. Cependant, comme la nuit voilait les contours des objets, une multitude de frayeurs m'agitèrent l'esprit. J'étais à la fois anxieux et sur mes gardes, tandis qu'avec ma main droite, je serrais un pistolet que j'avais dissimulé sur ma poitrine. Chaque bruit me faisait peur, mais j'étais bien décidé à défendre chèrement ma vie et à poursuivre le duel jusqu'à ce que mon adversaire fût tué ou que je meure. Elisabeth observait mon agitation, l'air timide et sans rien dire. Mais il y avait quelque chose dans mon regard qui dut lui inspirer de la frayeur, car elle me dit bientôt en tremblant : « Pourquoi tu t'agites ainsi, mon cher Victor ? De quoi as-tu donc peur ? » ?»« Oh, calme-toi, mon amour, répondis-je. Cette nuit, et puis tout sera bien. Cette nuit est un cauchemar, un véritable cauchemar. Au bout d'1 heure passée ainsi, je compris soudain quelle chose horrible serait pour mon épouse le combat que j'étais sur le point d'engager, et je l'invitai énergiquement à se retirer, ne décidant de la rejoindre que lorsque la situation du monstre me serait exactement connue. Elle me laissa donc, et je continuai pendant un certain temps à circuler au milieu des corridors de l'auberge, inspectant chaque recoin qui aurait pu servir de cachette à mon adversaire. Mais je ne découvris aucune trace de lui, et je commençais déjà à supposer qu'il y avait beaucoup de chances qu'il ne mît pas sa menace à exécution, lorsque tout à coup j'entendis un cri terrible et effrayant. Il venait de la chambre où Elisabeth s'était retirée. La vérité, toute la vérité s'imposa à moi. Je laissai tomber les bras et tous mes muscles se figèrent. Je sentis que mon sang se glaçait et venait chatouiller l'extrémité de mes membres. Mais cela ne dura qu'un instant. Un autre cri jaillit et je me ruai vers la chambre. Grand Dieu, pourquoi ne suis-je pas mort à ce moment-là ? Pourquoi suis-je ici à vous relater l'anéantissement de ma seule espérance et de la plus pure des créatures humaines ? Elle gisait, inerte et sans vie, en travers du lit. La tête pendante, les traits livides, contractés, à moitié cachés par sa chevelure. Où que je me tourne, je vois la même image, les bras ballants, étendus sur son lit nuptial, tel que le meurtrier l'avait laissé. Pourrais-je encore vivre après cela ? Hélas, la vie est obstinée. Elle se cramponne à vous même quand on la déteste. À cet instant, je perdis connaissance et m'écroulai sur le sol. Lorsque je retrouvai mes esprits, les gens de l'auberge m'entouraient. Leur physionomie exprimait une indicible terreur, mais cette terreur-là me semblait une caricature, l'ombre des sentiments qui m'accablaient. Je m'écartai d'eux et gagnai la chambre où gisait le corps d'Elisabeth, mon amour, mon épouse, si vivante, si douce, si belle, il y a quelques minutes à peine. Elle n'était plus dans la position dans laquelle je l'avais découverte la première fois. À présent, elle avait la tête appuyée sur un bras. Un mouchoir lui couvrait le visage et le cou. J'aurais pu croire qu'elle dormait. Je me ruai sur elle et l'enlaçai avec ardeur. Mais la rigidité de ses membres et le froid de sa chair me disaient que je ne tenais plus entre mes bras cette Elisabeth que j'avais tant aimée et tant chérie. Sur son cou apparaissaient les traces de doigts criminels et aucun souffle ne s'échappait de ses lèvres. Tandis que je me tenais penché sur elle, dans l'agonie du désespoir, je levai les yeux. Jusqu'à cet instant, les fenêtres de ma chambre étaient sombres, et j'éprouvais une espèce de panique en voyant la lueur jaune et pâle de la lune illuminer la pièce. À l'extérieur, les volets n'étaient pas mis. Avec une sensation d'horreur indescriptible, je vis à travers la fenêtre ouverte la plus hideuse, la plus abominable des figures. Une grimace tordait les traits du monstre. Il semblait se moquer et d'un doigt immonde me désignait le corps de ma femme. Je me précipitai vers la fenêtre, tirai mon pistolet de ma poitrine et fis feu. Mais il m'évita, changea de place et alla à la vitesse de l'éclair plonger dans le lac. Le coup de feu attira une foule de gens dans la chambre. Je montrai l'endroit où le monstre avait disparu et nous suivîmes ses traces en bateau. On jeta des filets, mais en vain. Au bout de plusieurs heures, nous rentrâmes bredouilles.
Quelques-unes des personnes qui m'accompagnaient étaient d'avis que le monstre n'avait jamais existé que dans mon imagination. Pourtant, après avoir débarqué, d'autres entreprirent des recherches dans la région et partirent dans plusieurs directions, vers les bois et les vignobles. Je pris le risque de me joindre à eux et m'éloignai quelque peu de la maison. Ma tête se mit à tourner, je me mis à tituber comme un homme ivre et tombai, à bout de force. Un voile me couvrait les yeux et la fièvre me brûlait le corps. Dans cet état, tout juste conscient de ce qui m'arrivait, je fus ramené et déposé sur un lit. Mes regards fouillaient la chambre comme s'ils cherchaient quelque chose que j'aurais perdu. Après un certain temps, je me levai et, d'instinct, me traînai vers la chambre où reposait le corps de mon amour. Des femmes en pleurs l'entouraient. Je me penchai sur Élisabeth et me mis à pleurer moi aussi. Aucune idée ne me venait à l'esprit. Mes pensées erraient de ci, de là, tournaient confusément autour de mes malheurs et de leurs causes. J'étais perdu dans un nuage d'étonnement et d'horreur. La mort de William, l'exécution de Justine, le meurtre de Clerval, l'assassinat de mon épouse. À ce même moment, je ne savais pas non plus si mon père et mon frère étaient à l'abri des ruses du démon. Mon père était peut-être en train de se battre avec lui, et Ernest gisait mort à ses pieds. Cette pensée me fit frissonner et me rappela à l'action. Je me mis en branle et décidai de regagner Genève le plus rapidement possible. Il n'y avait pas de chevaux disponibles et je dus retourner par le lac, mais le vent n'était pas favorable et il pleuvait à verse. Toutefois, le jour se levait et je pouvais raisonnablement espérer arriver avant la nuit. Je pris avec moi des rameurs et me mis également à la tâche, car j'avais toujours constaté que l'exercice physique soulageait mes tourmentes morales. Mais ma misère était telle, j'avais été à ce point remué que je n'avais plus aucune force. Je lâchai les rames et, la tête entre les mains, je m'abandonnai à la détresse. Si je levais les yeux, je voyais ces paysages qui m'avaient tellement ravi autrefois et que j'avais contemplés, la veille encore, avec celle qui n'était plus qu'une ombre, qu'un souvenir. Les larmes jaillirent de mes yeux. Depuis un moment, la pluie avait cessé et je pouvais apercevoir les poissons qui sillonnaient l'eau et que j'avais déjà observés quelques heures auparavant. C'était Élisabeth qui avait attiré mon attention sur eux. Rien n'est plus pénible à l'esprit humain qu'un grand et brusque changement. Le soleil avait beau briller, les nuages avaient beau s'épaissir, rien ne pouvait plus désormais m'apparaître comme la veille. Un démon m'avait ravi tout espoir d'un bonheur futur. Aucune créature n'était plus misérable que moi. De mémoire d'homme, aucun événement n'a jamais été plus épouvantable. Mais pourquoi m'étendre sur les incidents qui suivirent l'effroyable catastrophe ? Ce que j'ai vécu est une histoire d'horreur. L'apogée est atteint, et ce que je dois vous rapporter encore risque d'être fastidieux. Sachez donc que tous les amis, les uns après les autres, ont été ravis, et que je suis resté dans la désolation. Mes forces s'épuisent, et je dois encore, brièvement, vous raconter la fin de cette affreuse histoire. J'arrivai à Genève. Mon père et Ernest étaient vivants, mais mon père s'effondra sous le coup de la nouvelle que je lui rapportais. Je le vois encore, ce merveilleux vieillard. Ses regards erraient dans le vague. Il avait perdu ce qui l'avait tant charmé, ce qui faisait son délice, son Élisabeth qui était plus que sa fille, à laquelle il avait voué toute l'affection qu'un homme ressent au déclin de sa vie quand il n'a que peu d'attache et qu'il s'accroche avec énergie à ce qui lui reste. Maudit! Maudit soit le monstre qui a infligé le malheur à cet homme vénérable et qui l'a condamné à mourir de chagrin. Mon père n'aurait pas pu survivre à toutes ces horreurs qui s'étaient accumulées sur lui. Soudain, toute sa vitalité s'évanouit et il fuit, incapable de se lever de son lit. Quelques jours plus tard, il mourait dans mes bras. Qu'advint-il alors de moi ? Je ne sais pas. Je perdis toute sensation, si ce n'est que des chaînes et des ténèbres m'entouraient. Parfois, il est vrai, je rêvais que je me promenais au milieu des vallons fleuris et des prés en compagnie de mes amis d'enfance. Et puis, je me réveillais et me voyais dans une geôle. J'étais frappé d'hébétude. Par la suite, je repris progressivement conscience de mes malheurs et de la situation dans laquelle je me trouvais. Je fus relâché. On m'avait déclaré fou et, durant plusieurs mois, selon ce que j'ai pu apprendre, une cellule solitaire avait été mon seul logement. La liberté, pourtant, ne m'aurait servi à rien si je n'avais pas eu, au fur et à mesure que ma raison me revenait, le désir de me venger. Alors que j'étais assailli par le souvenir de mes malheurs, je commençais à m'interroger sur leur cause, sur le monstre que j'avais créé, l'abominable démon que j'avais lâché sur le monde pour me détruire.
Quand j'y pensais, une rage folle s'emparait de moi. Je priais ardemment pour qu'il pût tomber entre mes mains et que je fusse en mesure d'accomplir ma vengeance sur sa tête maudite. Ma haine ne se borna pas longtemps à des souhaits inutiles. Je me mis également à réfléchir sur les moyens les plus sûrs d'arriver à mes fins. Dans cet ordre d'idées, à peu près 1 mois après ma libération, je me rendis auprès d'un magistrat de la ville qui s'occupait des affaires criminelles et lui dis que j'avais une accusation à porter, que je connaissais l'assassin de ma famille et que je voulais qu'il usât de toute son autorité pour mettre la main sur le coupable. Le magistrat m'écouta avec attention et gentillesse. « Soyez assuré, monsieur, dit-il, que je ne ménagerai aucune peine pour retrouver ce scélérat. Je vous remercie, mais écoutez la déposition que j'ai à vous faire. C'est, il est vrai, un récit si étrange que je craindrais que vous n'y accordiez aucun crédit, s'il y avait un fait, apparemment extraordinaire, qui devrait entraîner votre conviction. Mon histoire est du reste si logique qu'on ne pourrait pas la confondre avec un rêve, et je n'ai aucune raison de vous mentir. » L'attitude que j'avais adoptée était pressante, mais calme. J'avais formé le projet de poursuivre mon destructeur jusque dans la mort, et cette décision avait quelque peu adouci ma détresse et m'avait momentanément réconcilié avec la vie. Je rapportais donc brièvement mon histoire, mais avec fermeté et précision, en donnant les dates de chaque événement, sans jamais me laisser aller à l'invective ni à la colère. D'abord, le magistrat parut totalement incrédule, mais comme je continuais, il devint plus attentif et plus intéressé. Je le voyais souvent frissonner d'horreur. Parfois, une vive surprise, dépourvue de tout scepticisme, se peignait sur son visage. Je terminais mon récit en disant « Telle est la créature que j'accuse et que je vous demande de faire arrêter et de punir en usant de tout votre pouvoir. C'est votre devoir de magistrat, et je crois, j'espère, que les sentiments d'un homme comme vous ne seront pas révoltés si vous exercez vos fonctions en pareil cas. » Ce point amena un grand changement d'attitude chez mon auditeur. Il avait écouté mon histoire avec cette sorte de demi-croyance qu'on accorde aux récits de fantômes et aux événements surnaturels. Mais quand je lui pressai d'agir officiellement, toute son incrédulité reprit le dessus. Il me répondit toutefois avec douceur « Je voudrais volontiers vous aider dans cette tâche, mais la créature dont vous m'avez parlé semble posséder une force qui annihilerait tous mes efforts. Qui serait capable de suivre un animal qui peut traverser une mer de glace et se réfugier dans des grottes et des trous où aucun être humain n'oserait s'aventurer ? Au surplus, plusieurs mois se sont passés depuis qu'elle a commis ses crimes, et personne ne peut dire aujourd'hui où elle erre et dans quelle région elle habite maintenant. Je ne doute pas qu'elle se cache quelque part près de l'endroit où je réside, et si elle avait effectivement trouvé refuge dans les Alpes, on peut la traquer comme un chamois et l'abattre comme une bête de proie. Mais je devine vos sentiments. Vous n'accordez aucun crédit à mon histoire, et vous n'avez pas l'intention de poursuivre mon ennemi et d'aller le châtier dans sa retraite. » Avec ces mots, la colère avait éclaté dans mes yeux. Le magistrat en fut troublé. « Vous vous méprenez, dit-il. Je vais agir, et s'il est en mon pouvoir de capturer le monstre, soyez assurés qu'il sera puni selon ses crimes. Mais j'ai peur, d'après ce que vous m'avez dit vous-même de sa puissance, que ce ne soit pas possible. Aussi, tout en vous promettant de prendre toutes les mesures qui s'imposent, je pense que vous devez vous attendre à un échec. Il ne peut pas en être ainsi, mais tout ce que je pourrais vous dire n'a que peu de poids. Ma soif de vengeance ne vous concerne pas. Bien que je sache que c'est là un vice, je vous avoue qu'elle me dévore et qu'elle est devenue ma seule passion. Ma rage est indicible quand je pense que le tueur que j'ai lâché dans le monde vit toujours. Vous refusez ce que je vous demande ? J'ai une autre possibilité. Je vais moi-même, au péril de ma vie, détruire le monstre. » Je tremblais à l'extrême en prononçant ces mots. Il y avait de l'extravagance dans mes manières et aussi, je n'en doute pas, cette espèce de frénésie hautaine qui, dit-on, saisissait les martyrs de l'Antiquité. Mais pour un magistrat de Genève dont l'esprit était accaparé par d'autres idées que le dévouement et l'héroïsme, cette noblesse d'âme devait beaucoup ressembler à de la démence. Il s'efforça de me calmer, comme une nourrice calmerait un enfant, et tint mon histoire pour le fruit de mon délire. « Monsieur !» m'écriai-je. « En dépit de l'orgueil de votre savoir, comme vous êtes ignorant ! Assez ! Vous ne savez pas ce que vous dites !» Furieux et troublé, je me séparai du magistrat et me retirai aussitôt chez moi pour réfléchir à un autre moyen d'action.